Gisèle Bündchen veut passer son temps en ma compagnie et me lance des regards de braise. Des foules déchaînées veulent s'arracher mes vêtements. Et David Beckham me court après en petite tenue dans la rue. Je suis H&M. 2 initiales rouges vifs pour Hennes & Mauritz. Une petite entreprise née en Suède dans les années 40 et transformée au fil des ans en un gigantesque groupe planétaire. À sa tête, la famille Persson, la dynastie la plus riche de Scandinavie. Son idée de génie, la fringue fashion est pas chère. Un t-shirt ou une jupe au tarif d'une place de cinéma. Pas besoin d'en rêver, H&M le fait à longueur d'année. Et la machine tourne à plein régime. Bénéfice en 2013, 1,92 milliard d'euros, net d'impôts. Bienvenue dans le monde merveilleux du 2e vendeur de vêtements de la planète. Car le petit truc en plus d'H&M, c'est de réconcilier le capitalisme et la morale, un rêve éthique. Assumer nos responsabilités représente un aspect très important dans ce que nous offrons à nos clients. De l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Europe, nous avons enquêté durant 6 mois sur cette entreprise qui revendique d'être exemplaire. Un tour du monde à l'envers d'H&M qui nous a fait découvrir une réalité bien différente. Des salariés totalement désenchantés. On a détourné ces lettres. À un moment donné, c'était devenu haine et mensonge. Des petites mains en grande précarité. C'est dangereux. J'ai peur de finir complètement broyée sous les décombres. D'astucieux mécanismes financiers pour échapper aux impôts. Donc H&M n'a jamais payé d'impôts sur les sociétés au Bangladesh. Pas seulement au Bangladesh, mais dans aucun des pays où nous nous fournissons. Le tout dans une culture du secret féroce. Baissez votre caméra. Vous la baissez et vous l'éteignez. Enquête sur les dessous d'une multinationale qui nous vend la mondialisation heureuse. Pour notre enquête au cœur du monde d'H&M, nous commençons d'abord par suivre la procédure standard. Contacter le service communication et lancer des demandes de tournage. Accéder à leur bureau, suivre leurs employés, visiter des usines, faire des images des boutiques et surtout, décrocher une rencontre au sommet, une interview de Karl-Johan Persson, le jeune PDG qui s'affiche avec décontraction dans les médias. La réponse arrive quelques jours plus tard. Une fin de non-recevoir polie, mais catégorique. Chère Marie, malheureusement, nous ne répondrons pas positivement à vos requêtes pour les différents tournages. Peine perdue. Ce sera niette pour chacune de nos demandes. Malgré ces refus, nous bouclons quand même notre valise. Notre voyage sur la planète d'H&M va commencer loin de sa base suédoise, en Asie du Sud-Est. Destination, l'un de ses principaux pays producteurs, le Bangladesh, le 2e exportateur textile du monde, derrière la Chine. H&M s'y fournit par millions de fringues depuis environ 30 ans, mais ce n'est pas qu'une affaire de business, non. Le groupe a décidé d'en faire son modèle de responsabilité sociale. C'est une promesse faite par son PDG en personne. Nous voulons contribuer à améliorer les choses pour les personnes qui travaillent dans l'industrie textile au Bangladesh. Nous investissons donc beaucoup de ressources et depuis longtemps dans l'industrie locale. Derrière le discours officiel, à quoi ressemble-t-il vraiment ce paradis éthique de H&M ? Laissez-nous d'abord vous présenter sa capitale, Dhaka. Une mégapole, asphyxiée par la pollution,
l'une des plus élevées au monde. 15 millions de citadins, 44 000 au kilomètre carré, la plus forte densité de la planète. Et surtout, 40% de ses habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins d'$1 par jour. Nous y voici, dans la Mecque du textile low cost. Le plus gros client de l'industrie locale, H&M, évidemment. Mais il n'est pas le seul. La plupart des grandes marques occidentales produisent ici. Il est 8 heures et déjà nous les croisons partout, ces 4 millions d'ouvrières en route pour l'usine. Des cortèges de petites mains bien alignés, à l'image de leurs ateliers aux façades usées. Sur les 5000 usines officiellement recensées ici, 164 travaillent pour H&M. Mais sans l'autorisation de la marque, impossible pour nous d'y pénétrer en tant que journalistes. Bonjour, nous travaillons pour un bureau d'achat français. Nous nous ferons donc passer pour des professionnels du textile. Salaire minimum légal en vigueur dans les ateliers du pays, à peine 50 € par mois. Et dans celui-ci, par exemple, on est plutôt fiers de nous montrer les jolis pulls pour enfants commandés par la marque suédoise. Un peu comme une carte de visite destinée à rassurer les futurs clients que nous sommes. Nous répartissons nos machines en fonction de nos différents clients. Par exemple, nous pouvons vous réserver 50 machines et nous en attribuerons 600 à H&M. Merci beaucoup pour votre accueil. Mais c'est une autre version des faits que nous allons trouver auprès des syndicalistes locaux. L'une d'entre elles veut nous montrer l'envers de l'Eldorado bangladais d'H&M. Nous la rencontrons pour la première fois au milieu d'une réunion, Sultana. Après 11 ans d'aiguille, elle a quitté les ateliers pour défendre les droits des ouvriers. H&M dit vouloir améliorer la situation des ouvriers au Bangladesh. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est un masque. Je pense qu'en réalité, H&M ne fait pas beaucoup de choses pour la main-d'œuvre ici. Si c'était vraiment le cas, les ouvriers ne seraient pas si mal payés. Fin d'après-midi, nous restons avec Sultana. Son réseau d'informateurs vient de l'alerter sur de graves problèmes d'heures supplémentaires chez un fournisseur d'H&M. Premier repérage discret, à l'extérieur de l'usine. À l'entrée, AKH, le nom du propriétaire des murs. Vérification sur le site internet de H&M dans leur liste de fournisseurs agréés. À la rubrique Bangladesh, les 164 fabricants de la marque dans le pays. Et à la 8e ligne, nous retrouvons bien le groupe AKH. AKH stands for a better tomorrow. AKH, l'entreprise qui se bat pour des lendemains meilleurs, comme le clame son clip commercial. Le partenaire de nombreuses grandes marques européennes comme H&M. Dans ses ateliers, 14 000 employés disciplinés en beaux uniformes colorés et des horaires soigneusement contrôlés par des pointeuses électroniques dernier cri. La direction d'AKH entretient une excellente relation avec ses ouvriers et fait en sorte qu'ils se sentent à l'usine comme dans leur deuxième maison. Mais c'est bien ici que l'on imposerait des cadences infernales aux ouvriers. Pourtant, dans sa charte éthique, les promesses d'H&M sont très claires. Des semaines de 6 jours, 48 heures de travail. Quant aux heures supplémentaires, elles ne doivent jamais excéder le nombre autorisé par la loi du pays concerné. Donc, selon la législation bangladaise, un total de 60 heures hebdomadaires maximum ou, en certaines périodes exceptionnelles, 72 heures, mais jamais au-delà. Alors, à combien tournent réellement les pointeuses d'AKH, le fournisseur modèle d'H&M? Pour le savoir, seule solution, attendre la nuit. « 20 heures, par milliers,
les habitants de Dakar rentrent chez eux. Pas tous. Nous sommes en route avec Sultana, la syndicaliste, pour rencontrer ces informateurs auxquels AKH imposerait des heures supplémentaires illégales. Juste avant 22 h, nous passons devant l'entrée de l'usine. Les premiers ouvriers quittent à peine les lieux, par vagues successives. Sultana nous demande d'aller nous garer 600 mètres plus loin, pour des raisons de sécurité. Enfin, 2 ouvriers nous rejoignent. Nous devons protéger leur identité. Parler à des journalistes pourrait leur coûter leur emploi. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Merci, ça va. Sur son téléphone, l'un d'entre eux nous montre des photos des habits sur lesquels il travaille en ce moment. Ce sont des t-shirts, une grosse commande pour H&M. En fait, là tout de suite, je meurs de faim. On a déjeuné à 13 h et il est déjà 22 h passées. Et on a commencé à 8 h ce matin, donc là, on est vraiment fatigué. 8 h, 22 h, 6 jours par semaine, parfois 7, selon ces ouvriers. 80 heures hebdomadaires minimum, bien au-delà des promesses d'H&M. Et pour tenir les délais de commande imposés par le géant suédois, il arrive parfois que ces ouvriers soient obligés de pousser encore plus loin. Nous ne terminons jamais avant 22 h. Ça, c'est le minimum. Après, quand il y a des grosses commandes ou lorsqu'on s'approche des dates de livraison, on peut travailler jusqu'à 1 h du matin, 3 h ou 5 h, ou même parfois jusqu'à 7 h du matin. Et dans ces cas-là, notre usine ne nous donne quasiment rien à manger. On nous donne juste une banane et une tranche de pain, mais rien de plus. Quand on finit à l'aube, on doit quand même revenir juste après à 8 h pour une nouvelle journée. Nos yeux nous brûlent, nous sommes affamés. Tout ça, ça nous pose quand même beaucoup de problèmes. Mais vous êtes libre de refuser de faire ces heures supplémentaires? Non, on nous fait travailler de force. Si on s'arrange pour sortir de l'usine et éviter les heures supplémentaires, le lendemain, nos chefs nous maltraitent. Par exemple, ils nous forcent à rester debout dans leur bureau pendant des heures. Nous leur aurions bien posé plus de questions. Mais avec de tels horaires, ils nous expliquent que chaque minute de sommeil est capitale. Alors que nous les raccompagnons dans le bidonville où ils habitent, ils nous confient les répercussions dramatiques de ce travail de forçat sur leur vie de famille. Quand je pars le matin, mes enfants dorment encore. Et quand je rentre, ils sont déjà couchés. Je n'ai pas le temps de les voir. On n'a même pas suffisamment de temps pour faire les courses de la vie quotidienne. Ces graves manquements à leurs promesses éthiques sont sans doute ce qui va finalement nous permettre de forcer la porte d'H&M. Après avoir refusé à plusieurs reprises toutes nos demandes de tournage, la multinationale fait une volte-face de dernière minute devant la portée de nos découvertes. Rendez-vous à 6700 km de Dakar pour une interview inespérée. À Stockholm, la patrie du géant suédois. Centre de la ville. Vous suivez les panneaux rouges et vous levez la tête. Enfin, nous y voilà devant le Saint des Saints, la maison mère de H&M. Mais nous n'en verrons rien. Juste une salle minuscule où doit avoir lieu l'interview. Bonjour, Elena. Marie. Ravie de vous rencontrer. Cette jolie blonde est celle qui va répondre à nos questions. Ne vous fiez pas à son air d'étudiante. Elena Elmerson, c'est la directrice monde du développement durable, la madame propre de H&M. Les conditions de travail des ouvriers sont sous sa responsabilité.
Les heures supplémentaires constituent un challenge pour toute l'industrie textile. Je sais. Et c'est un challenge aussi pour nous chez H&M. Donc nous faisons beaucoup de choses pour essayer de freiner cette tendance. Par exemple, en améliorant nos plannings de production avec nos fournisseurs. Oui, d'accord, Mais aussi en les formant pour améliorer leur productivité. Oui, mais les ouvriers que nous avons rencontrés travaillent jusqu'à 3, 5 ou même 7 heures du matin. Et ces ouvriers disent clairement que tout ça est lié au délai de livraison imposé. Donc, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un problème inhérent au business model d'H&M ? Donc nous avons des partenariats resserrés avec nos fournisseurs. Nous travaillons avec la plupart d'entre eux depuis très longtemps. Nos plannings de production sont très structurés et bien sûr nous devons dialoguer avec ces fournisseurs pour planifier correctement leurs capacités et surmonter ce challenge des heures supplémentaires. Pas facile, visiblement, de concilier promesses éthiques et réalité de la production. Mais nous allons découvrir encore plus grave, une menace qui cette fois pèse directement sur la vie des ouvriers bangladais. La sécurité des bâtiments où ils passent leur journée. Depuis le début des années 80, à Dhaka, on les entasse partout, ces usines, dans le moindre interstice disponible. Les unes contre les autres, les unes sur les autres, au mépris parfois des règles de sécurité. Un événement a brutalement réveillé les consciences. C'était l'année dernière, dans la banlieue de Dhaka. 24 avril 2013, 8 heures du matin. 3600 ouvriers entrent dans ce complexe textile. 1 heure plus tard, le Rana Plaza s'effondre sur eux. Voici les premières images de la catastrophe, filmées par un habitant avec son téléphone portable. Durant un mois, secouristes et anonymes fouillent sans relâche les décombres de l'usine pour extraire les survivants. Puis ensuite, ce ne seront plus que des corps, par centaines. 1135 précisément, le pire désastre industriel de l'histoire du Bangladesh. Une trentaine de marques occidentales impliquées, mais aucune preuve avérée à ce jour de la présence d'H&M. L'hécatombe du Rana Plaza dévoile toutes les failles de l'industrie textile locale. L'enquête révèle ainsi que l'immeuble a été construit puis surélevé sans autorisation ni respect des normes. Plus grave encore, il a été érigé en partie sur un terrain instable, un étang. Sur cette image de 2010, on l'aperçoit parfaitement à côté du bâtiment, cette grande tache verte. Al menos 76 personas han muerto y varios cientos han resultado heridas. La catastrophe du Rana Plaza choque le monde entier. Du Bangladesh, un accord vient d'être signé avec plusieurs marques occidentales pour améliorer... Conséquence directe, 150 marques occidentales, dont H&M, s'engagent dans cette charte commune à renforcer la sécurité de leurs usines bangladaises. Nom de baptême, la coalition Accor. Pourtant, nous allons mettre à jour des problèmes potentiellement dramatiques chez l'un des fournisseurs du géant suédois. Notre lanceuse d'alerte est la jeune directrice d'une ONG locale. Pseudonyme, Tania. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Tania préfère rester anonyme. Son activisme lui a déjà valu des menaces par le passé. Même si votre documentaire n'est diffusé qu'en Europe, il y a un risque pour moi. Parce que les acheteurs vont nous voir et montrer les images aux fournisseurs. Et aujourd'hui, avec Internet, ce n'est pas si difficile de retrouver des gens. Tania nous guide dans les faubourgs de Dhaka. Nous longeons sur notre droite un immense complexe. Bienvenue au royaume du groupe Shinest, un autre fournisseur agréé de H&M que l'on retrouve bien dans sa liste officielle. Sur le papier,
l'usine est parfaitement sûre. C'est la conclusion de ce document confidentiel daté de mars 2014. Il s'agit d'un rapport d'audit commandé par le groupe Shinest afin de faire certifier son usine. Il précise que le bâtiment a été dessiné par un spécialiste, un architecte, dont le nom est écrit ici, Monsieur Akhteruzzaman. Numéro professionnel CA003. Photo des tampons à l'appui. Le rapport indique que le bâtiment a aussi été approuvé par l'autorité locale en charge des permis de construire, le Rajouk. C'est le type de certification qu'H&M exige pour travailler avec les fournisseurs. Pourtant, c'est bien cette usine accréditée qui pourrait poser un problème de sécurité. Vu du ciel, on y découvre un étang juste au bord, comme dans le cas du Rana Plaza. Au début des années 2000, avant l'installation de l'usine, voici à quoi ressemblait le terrain, une zone marécageuse. C'est là que Shinest a construit puis agrandi son usine au fil des années. Nous nous en approchons pour inspecter les abords. Des gardes patrouillent, il faut rester discret. L'étang que nous apercevions sur les images satellites, le voici. Les bâtiments ont quasiment les pieds dans l'eau. Une fouille des berges nous confirme que des produits H&M ont bien été fabriqués ici. Ah, il y a des étiquettes là. À H&M, il y a du H&M partout, mais ils les jettent par les fenêtres. Quelques mètres plus loin, l'arrière de Shinest donne directement sur la cour d'une école. Elle est jonchée de déchets déversés par l'usine et des liquides d'apparence suspecte s'y répandent en provenance du bâtiment. Pas le temps d'approfondir nos recherches. La sécurité nous a repérés. Tiens, regarde, il y a un problème là. Faut qu'on se casse. L'homme est au téléphone avec sa direction. Allô, vous m'entendez? Monsieur, ils sont en train de filmer, venez vite. Ce sont des étrangers, dépêchez-vous. Nous essayons de parlementer, mais Tania, notre guide, nous fait signe de ne pas insister. D'autant qu'elle veut nous montrer un autre problème, encore plus alarmant. Il y a peu de temps, Shinest a rajouté 2 étages supplémentaires sur son usine, portant le nombre total à 8. Et ce qui préoccupe Tania, c'est l'état des murs inférieurs, les plus anciens. Regardez là, à côté de la fenêtre, sur la gauche, il y a la gouttière. Et juste au-dessus, il y a des fissures. Et il y en a aussi sous toutes les fenêtres, sur toute la longueur de l'étage. Et il y a d'autres fissures, plus grandes, mais elles ont été dissimulées sous du ciment et du plâtre. C'est ce que disent les gens d'ici. Ailleurs, nous remarquons d'autres fissures, elles aussi rebouchées mais bien visibles. Certaines d'entre elles s'étendent même sur plusieurs mètres de long. Les ouvriers de cette usine disent qu'ils ont peur qu'il arrive ici la même chose qu'au Rana Plaza. Dans un des bidonvilles du quartier, 2 de ces ouvriers inquiets ont accepté de nous parler. 2 femmes, visage masqué évidemment. Plus besoin de vous expliquer pourquoi. Au début, il n'y avait que 4 étages, puis 5, et puis maintenant nous sommes passés à 8. Mais nous, on n'a aucune garantie sur les fondations. Moi, par exemple, si vous me faites avaler 1 kilo de riz, ça va, mais 2, est-ce que je vais pouvoir les digérer? C'est pareil pour notre usine. Est-ce qu'elle pourra supporter tous ces étages? L'usine s'enfonce dans le sol et continue à construire encore plus haut. Mais comment vous pouvez le savoir? On vit ici depuis des années, donc on sait. Même en regardant l'usine à l'œil nu, on est capable de comprendre ce qui se passe. Et puis il y a ces fissures qui sont apparues et qu'ils ont colmatées avec de la peinture. J'ai vraiment très peur. C'est très dangereux. J'ai peur de finir complètement broyée sous les décombres. Ouvrières effrayées, murs fissurés, terrain marécageux. À force,
Il en aligne des problèmes, ce fournisseur officiel d'H&M. Nous allons demander des comptes aux autorités concernées, au siège de l'administration publique ayant approuvé la construction de l'usine Shinest, le Rajouk. Direction, le service contrôle du développement, celui qui a normalement délivré l'autorisation et inspecté la structure du bâtiment. Merci de votre visite au Rajouk. Mon nom est Golam Mostafa. Je suis l'un des directeurs du Rajouk. Très honnêtement, à cet instant-là, nous y croyons vraiment à la bonne volonté de M. Mostafa. En fait, jusqu'à notre première question. Est-ce que nous pouvons savoir si cette usine vous a demandé une autorisation et si elle a déjà été inspectée par vos services? Vous pouvez contacter les autorités concernées pour l'autorisation. Mais ce n'est pas vous l'autorité concernée? Non, je veux dire, vous pouvez demander au propriétaire de l'usine. Oui, oui, d'accord. Mais ils peuvent nous dire n'importe quoi. Vous comprenez que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la version de votre administration. Parce que c'est vous les responsables. Vous êtes les plus légitimes pour nous donner cette information. Bon, quand M. Mostafa a disparu derrière sa pile de dossiers, là, on a bien compris que l'on n'obtiendrait jamais notre information. Alors, pour savoir si le bâtiment est sûr, il nous reste une piste à explorer dans le rapport de certification de l'usine. L'architecte dont le nom, M. Akhteruzzaman, et le numéro professionnel, CA003, sont donnés ici. Nous cherchons à le contacter. Problème, ce nom exact n'existe pas dans l'annuaire professionnel de l'Institut des architectes bangladais. Son numéro d'identification, CA003, nous mène, lui, à quelqu'un d'autre. Un certain Nobir Ahmed, que nous retrouvons très loin de Dhaka, à Los Angeles. Très étonné, ce Nobir Ahmed nous répond via Facebook qu'il a bien été architecte au Bangladesh, mais qu'il a quitté le pays depuis 16 ans et n'a jamais travaillé sur l'usine Shinest. Il ajoute également ceci. Je crains qu'il y ait eu malversation dans la procédure d'autorisation. Toutefois, mes premières années de pratique m'ont appris que l'argent peut manipuler n'importe quel document dans notre pays. Visiblement, cet audit contiendrait de fausses informations. Contacté, le cabinet l'ayant réalisé nous renvoie vers la direction de Shinest, qui refuse, elle, de nous livrer la moindre information. À Stockholm, le jour où nous la rencontrons, la directrice développement durable d'H&M est déjà au courant de nos découvertes, que nous avions communiquées en amont à son service communication. Pourtant, elle va refuser de regarder le rapport d'audit erroné. Aucun intérêt non plus pour les images des fissures, les témoignages des ouvrières et même le terrain marécageux sur lequel est construite l'usine. Sa réponse est déjà toute préparée. On verra ça plus tard. Mais vous devez voir ça pour comprendre nos questions. C'est quoi votre question? La question, c'est que nous sommes peut-être confrontés à des pratiques frauduleuses ici. D'accord. En ce qui concerne notre collaboration avec cette usine, nous venons juste d'entamer une procédure de rupture à cause de problèmes de licence environnementale. Toutefois, en ce qui concerne la sécurité de ce bâtiment, d'après ce que nous savons et d'après nos audits, nous n'avons trouvé aucune raison de douter qu'il ne respecte pas les obligations légales en termes d'autorisation. D'accord, mais avez-vous... Bien sûr, nous prenons vos découvertes très au sérieux et nous les transmettrons à la coalition Accor, dans laquelle les marques, les ONG et les syndicats travaillent ensemble pour améliorer la sécurité. En attendant, est-ce que vous pouvez garantir aux ouvriers que l'usine est sûre?
Donc, toutes les usines de nos fournisseurs au Bangladesh seront inspectées par des professionnels d'ici fin 2014. Les ouvriers d'H&M au Bangladesh devront donc attendre fin 2014 pour être sûrs qu'ils ne courent aucun danger. De quoi nourrir un peu plus la révolte qui gronde parmi eux ces dernières années. Conditions de travail, salaire, les petites mains jusqu'alors dociles osent manifester. En face, les autorités répriment avec violence leurs revendications. En septembre 2012, la situation est si tendue que le PDG d'H&M en personne se rend à Dhaka pour calmer le jeu. Assumer nos responsabilités représente un aspect très important dans ce que nous offrons à nos clients. Et en ce qui concerne les demandes des ouvriers, notre position est très claire. Nous soutenons leurs revendications pour de meilleurs salaires. Lors d'un entretien soigneusement médiatisé, Karl-Johan Persson enjoint directement la première ministre bangladaise d'augmenter le salaire minimum légal. En réalité, à cet instant précis, alors qu'il pose en défenseur de la veuve et de l'ouvrier pour la photo officielle, dans le plus grand secret, à 6000 km de là, ses équipes sont en train de finaliser un plan B. Délocaliser une partie de la production en Afrique noire. En Éthiopie, où la main-d'œuvre est encore moins chère qu'au Bangladesh. Nous l'avons tous un peu oublié, ce pays, depuis les années 80. Depuis que ses habitants mouraient en direct sur nos écrans pendant les grandes famines. 1 million de victimes au total. Qui se rappelle d'ailleurs vraiment du tyran Mengistu et de la junte marxiste au pouvoir à cette époque. La dictature est tombée en Éthiopie, mais un régime autoritaire lui a survécu. C'est notre prochaine destination. Là-bas, un parti unique règne quasiment sans partage depuis 23 ans. Dans nos bagages, un rapport du secrétariat d'État américain sur la situation actuelle du pays. 28 pages de violations de droits de l'homme en tout genre. Dans ce seul paragraphe, il est question d'exécution extrajudiciaire, de torture, d'arrestation arbitraire, de corruption à grande échelle, etc., etc. À 2400 mètres d'altitude, voici Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Tourner des images ici, c'est un peu comme réaliser un documentaire sur H&M. C'est compliqué. Nous avons bien une lettre d'accréditation officielle, mais elle restreint drastiquement notre liberté de mouvement. Sorry, no problem. Yes? Excuse me, madam. Sure. They want to see the camera. Nous devrons donc filmer avec discrétion. Ici, les services de sécurité quadrillent tous les coins de la ville. Plus inquiétant, dans le minibus de notre hôtel, nous trouvons un listing de tous les clients, nationalité, numéro de passeport, motif de séjour, rédigé directement à l'intention de la police. Voilà pour l'état répressif qu'H&M a choisi comme nouvel Eldorado commercial. Le géant suédois y a même déjà discrètement installé un bureau dans le centre d'Addis Abeba. Il n'a pas d'adresse connue, mais nous voulons rencontrer ses responsables pour avoir plus de détails sur les raisons de leur implantation en Éthiopie. Et à force de chercher, nous poussons enfin la bonne porte. Bonjour, mon nom est Marie Maurice. Pas de logo au mur, mais nous sommes bien chez H&M. Malheureusement, je n'ai pas de temps à vous consacrer. D'abord, merci beaucoup d'être venu nous voir, c'est très aimable, mais il nous est interdit de parler ou de répondre à des questions. Vous ne pouvez pas avoir d'informations relatives à notre business, c'est confidentiel. Merci. Merci de votre compréhension. H&M serait-il un peu mal à l'aise à l'idée de s'afficher en Éthiopie ?
nous aurons plus de chance du côté de leurs correspondants au sein du gouvernement. Rendez-vous avec le directeur de l'Institut de développement de l'industrie textile. Ah, vous êtes déjà en train de filmer, je vois. Ce fonctionnaire connaît très bien les gens d'H&M. Nous travaillons en équipe, vous savez. Nous sommes en contact quotidien. Derrière l'implantation éthiopienne du géant suédois, un argument notamment aurait tout fait basculer. Le coût de notre main-d'œuvre. C'est l'un des moins élevés au monde. Nous sommes vraiment compétitifs là-dessus. Quel est le montant du salaire minimum légal en Éthiopie ? Non, en fait, dans le secteur privé, nous n'avons pas de salaire minimum légal. Il n'existe que dans la fonction publique. Oui, les plombs viennent de sauter. Il n'y a pas de salaire minimum légal ici pour les ouvriers du textile. D'après nos informations, les petites mains éthiopiennes d'H&M ne gagneraient qu'entre 36 et 50 € par mois. Nettement meilleur marché que l'habituel terrain de jeu asiatique de la marque. Mais nous avons découvert que dans cette quête effrénée du meilleur prix, ce n'est pas le sort des ouvriers qui pose problème, ce seraient plutôt leurs patrons eux-mêmes. En Éthiopie, H&M a sélectionné 2 fournisseurs principaux. Le premier, Almeida Textile, appartient à une organisation directement affiliée au parti autoritaire au pouvoir. L'autre est installé dans le nord du pays. H&M y est implanté depuis fin 2012. Maha Garment. Impossible de visiter l'usine, mais nous avons pu récupérer son film institutionnel. Avant d'homologuer ce bâtiment ultra-moderne et de faire travailler ses 1500 employés, H&M a pris la peine de l'inspecter dans les moindres détails. Son directeur, que nous rencontrons à Addis Abeba, a donc été soumis à rude épreuve par le géant suédois. Ils ont tout audité. L'usine, l'impact sur l'environnement, le management, tout. Et après 1 an de contrôle, enfin ils ont commencé à travailler avec nous. Pourtant, H&M a visiblement omis un petit détail, le plus important. Là-haut, sur la bibliothèque, le propriétaire de l'usine Maha Garment, le cheikh Mohamed Alamoudi. Vous ne le connaissez sans doute pas. Le voici, honoré en 2011 par la télévision d'État éthiopienne. Un homme qui n'a jamais cessé d'exprimer son amour pour son pays. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le cheikh Mohamed Hussein Ali Alamoudi. Alamoudi, la 61e fortune mondiale. Fils prodigue d'Éthiopie, il a bâti un gigantesque empire commercial avec le soutien de ses amis du parti au pouvoir. Textile, BTP, banque, mine, agriculture. En 20 ans, le businessman a fait main basse sur toutes les entreprises les plus rentables d'Éthiopie. Mais à quel prix ? Derrière son sourire bonhomme, ce partenaire homologué par H&M traînerait des dossiers sulfureux, dont un en particulier. Des expropriations de villages entiers. Il y a quelques années, l'État éthiopien alloue à Alamoudi 10 000 hectares dans l'ouest du pays pour qu'il y cultive du riz à échelle industrielle. Dès 2011, plusieurs associations dénoncent publiquement des expulsions forcées de villages situés sur les terres d'Alamoudi. Selon l'ONG Human Rights Watch, elles se seraient accompagnées de violations de droits de l'homme à grande échelle. L'Institut Auckland parle, lui, de dégâts environnementaux majeurs, dont des parties de forêt entièrement rasées pour la production de riz. Nous avions prévu d'aller dans cette région de l'Ouest, le Gambela, pour rencontrer les villageois déplacés. Beyond the mountains in the far west of Ethiopia is one of the country's lesser-known treasures. Mais du Gambela, vous ne verrez que ces images promotionnelles du parc national. Car 1 heure avant de décoller, l'ambassade d'Éthiopie depuis Paris nous interdit formellement de nous y rendre. Pour votre tournage dans la région du Gambela, vous ne donnez aucune explication valable. Donc, sans motif raisonnable,
sans précision, je ne peux pas vous donner l'autorisation d'y aller. Si, c'est expliqué dans le projet de film qu'on vous a donné il y a plus d'1 mois déjà. Oui, mais ça ne m'a pas convaincu. Vous ne me dites pas qui vous allez rencontrer ou interviewer, ou quel endroit précis vous allez filmer. Et ça pose un problème? Oui. Vous savez, je commence à croire qu'en fait, vous ne voulez simplement pas qu'on aille dans le Gambela. Pardon? Non mais ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. À Addis Abeba, la capitale où nous sommes consignés, nous parvenons tout de même à trouver des gens du Gambela prêts à témoigner. 2 jours plus tard, l'un d'entre eux est dans notre chambre d'hôtel. Il est le porte-parole des villageois expulsés, un natif du Gambela dont nous devons protéger l'identité, car les accusations qu'il va porter sur Alamoudi pourraient lui coûter la vie. Cet homme n'est pas digne de confiance. Il n'aide pas les gens. Il joue avec leur vie. Il détruit et il tue. Alamoudi a détruit beaucoup de choses chez nous. Une zone naturelle qui abritait de la faune sauvage, mais aussi la forêt, qui est notre vie, notre nourriture, notre médecine. Les villageois ont refusé de partir. Mais les hommes d'Alamoudi revenaient sans cesse pour essayer de les convaincre, avec des soldats en armes pour les effrayer. Dans un village, les habitants ont refusé de céder aux menaces des hommes d'Alamoudi. La sanction serait venue en plein jour. Des militaires en provenance de la ferme d'Alamoudi sont arrivés dans le village. C'était en pleine journée et il y avait des habitants assis dehors. Ils ont tué 5 personnes. Un instituteur a été tué, un étudiant et 3 résistants. Avant de repartir à la ferme, les militaires ont menacé les gens pour qu'ils se taisent. Est-ce qu'il y a eu une enquête menée sur cette attaque? Mais qui va faire ça? Qui va faire une enquête? Personne n'osera mener cette enquête dans notre pays. Pourtant, enquête il y a bien eu. Celle qu'H&M avait menée sur l'usine du cheikh Alamoudi avant de donner son feu vert à leur collaboration. Ils ont dû zapper la rubrique droits de l'homme. Ah, un dernier petit détail sur le cheikh. Devinez donc dans quel pays d'Europe il a bâti une partie de son immense fortune. En Suède, au royaume de H&M. Cela valait bien une petite question à Helena Elmerson, la madame propre de la multinationale. Selon l'ONG Human Rights Watch, que vous connaissez, j'imagine. Oui, bien sûr. Il y a des problèmes très inquiétants d'accaparement de terres et de violation de droits de l'homme liés à une entreprise d'Alamoudi dans l'ouest de l'Éthiopie. Pensez-vous que le cheikh Alamoudi soit un partenaire responsable pour une entreprise comme H&M ? Travailler en Éthiopie représente différents risques. Je pense que nous ferons du bien au pays, car nous avons des exigences très strictes et que nous mettons en place un certain nombre d'initiatives. Je suis désolée, mais vous ne répondez pas à ma question. En ce qui concerne cette personne-là, merci beaucoup pour vos informations que nous approfondirons. Mais en ce qui concerne notre relation commerciale avec elle, nous ne travaillons qu'avec son usine. Et dans nos audits, nous n'avons rien trouvé qui nous dise que cette usine ne peut pas être à la hauteur de nos standards. Le standard du monde, selon H&M, ce serait donc cela. Une usine aux normes, entourée de 4 murs. Mais le regard ne porte jamais au-delà. Avant de clore notre enquête, nous allons vous révéler la facette la moins connue de la planète H&M. Un mécanisme taillé sur mesure pour gagner encore plus d'argent en rapatriant le maximum à la maison, en Suède.
Et ça commence dès la fabrication des habits. Par exemple, au Bangladesh. Quartier de Gulshan. C'est dans cet arrondissement chic de Dhaka qu'est installée la filiale locale d'H&M. Ici, ne cherchez pas d'enseigne. Au Bangladesh, l'entreprise est enregistrée sous un autre nom, Pools Trading Far East Limited. 250 employés y gèrent à plein temps toutes les commandes de vêtements H&M dans le pays. Estimation des transactions annuelles, plus d'1 milliard d'euros. Et pourtant, Pools Trading Far East Limited ne paierait aucun impôt sur les sociétés au Bangladesh. C'est ce qu'affirme une ONG suédoise dans un rapport de 2010 intitulé « Made in Bangladesh, comment H&M s'enfuit avec le trésor ». Pas d'impôt, donc pas un sou pour l'État bangladais et ses citoyens. Pas tout à fait la promesse du PDG d'H&M. Nous voulons contribuer à améliorer les choses pour les personnes qui travaillent dans l'industrie textile au Bangladesh. Nous investissons donc beaucoup de ressources et depuis longtemps dans l'industrie locale. Bonjour monsieur. On cherche Pools Trading Far East Limited. C'est par là ? Nous allons tenter d'obtenir des explications auprès de la direction de Pools Trading. Bonjour. Je m'appelle Marie Maurice, je suis journaliste française et j'aimerais voir l'un de vos responsables, si c'est possible. Visiblement, c'est possible. 20 minutes plus tard, on nous envoie même l'un des directeurs de Pools Trading. Nous l'appellerons Monsieur Pixel. Je m'appelle... Cet occidental refuse que nous donnions son nom et montrions son visage. Donc, est-ce que vous me confirmez que Pools Trading ne paye pas d'impôts sur les sociétés au Bangladesh ? Mais à quoi elle sert votre question ? Mais parce que j'ai besoin d'une confirmation pour vérifier l'information. Mais pourquoi avez-vous besoin d'une confirmation ? Vous gérez plus d'1 milliard d'euros de commandes à travers cette société. Donc là, en fait, ça voudrait dire qu'il n'y a quand même pas d'argent qui circule chez vous. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Nous insistons encore. Un peu trop longtemps peut-être. Je serais heureux que vous baissiez votre caméra. No English. Portugais ou French. Il faudrait que tu arrêtes de tourner. Baissez votre caméra. Tu la baisses. Vous la baissez et vous l'éteignez. Après 10 minutes, nous sommes poliment éconduits. Puisque Pools Trading refuse de nous répondre, nous allons abattre notre deuxième carte. Une entrevue à l'intérieur même de ce bâtiment, celui du Trésor public bangladais. Un contact local nous a arrangé un rendez-vous avec une source, un agent du fisc. Nous filmons discrètement. Le fonctionnaire va nous expliquer pourquoi H&M, l'un des plus gros partenaires commerciaux du Bangladesh, ne paye aucun impôt dans ce pays. Pools Trading, en fait, n'est qu'une antenne. En réalité, ils ne font que surveiller les activités officielles et gérer les commandes d'habits. Rien d'autre. Voilà ce qui se passe. Ok, mais comment se fait-il qu'ils ne payent pas d'impôt sur les sociétés malgré tout ? Mais parce qu'ils ne font pas de commerce ici directement. En fait, ils ne payent pas d'impôt sur les sociétés parce qu'ils ne font pas de bénéfices ici. C'est clair. Petite explication. H&M Bangladesh, Pools Trading Far East Limited, est une filiale qui a en fait 2 rôles. 1, elle audite les usines. 2, elle passe, suit et valide les commandes d'habits. Mais ce n'est pas elle qui paye les usines une fois que les habits sont expédiés. La société qui s'en charge se trouve très loin, en Suède. H&M GBC. C'est elle qui signe le chèque et l'envoie aux fournisseurs du Bangladesh. Puis c'est elle qui revend les habits du Bangladesh aux boutiques, par exemple en France.
C'est donc elle qui réalise le chiffre d'affaires, paye des impôts et récupère les bénéfices. En Suède. Voilà comment H&M Bangladesh, Pulse Trading Far East Limited, ne fait pas de commerce et ne gagne pas d'argent. 0 bénéfice, 0 impôt. Un montage astucieux mais légal, l'arme habituelle des grandes multinationales. Le commerce sans redistribution de bénéfices, pas très éthique. En tout cas pour ce haut responsable du fisc bangladais. H&M est le plus gros acheteur d'habits au Bangladesh. Et pourtant, il ne paye aucun impôt ici. Est-ce que quelqu'un comme vous, quelqu'un dans votre position, ça vous énerve? Ah oui, moi ça m'énerve. Moi je pense que cette antenne devrait avoir à payer des taxes chez nous. Parce que malgré tout, elle fait du business grâce à son activité, ici. Le message est clair, et nous allons bien sûr le transmettre là-haut, à Stockholm. Cette fois-ci, notre interlocuteur est le fiscaliste en chef d'H&M. Il gère donc le montage qui énerve autant le responsable du fisc bangladais. H&M ne viole aucune règle au Bangladesh, ni... Je n'ai pas dit ça. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne sais pas d'où vient ce témoignage. Il vient de l'administration fiscale bangladaise. Et si cette administration a un problème par rapport à ça, il y a des voies officielles pour s'y opposer. Avec tout mon respect, en tant qu'administrateur fiscal d'H&M, je n'ai jamais reçu aucune lettre de cette administration, ni d'aucune autre organisation internationale sur le fait de payer des impôts dans ce pays. Donc là, en fait, vous êtes en train de me dire qu'H&M n'a jamais payé d'impôts sur les sociétés depuis près de 30 ans au Bangladesh. Pas seulement au Bangladesh, mais dans aucun des pays où nous nous fournissons et où nous avons des antennes. Et il n'y a pas de transaction commerciale, donc pas de base pour payer des impôts. Voilà, c'est aussi simple que cela, le secret du système financier d'H&M. La stratégie du NOL, le zéro en suédois. Ou comment faire fabriquer plus de 99% de ses habits en dehors de Suède sans redistribuer une miette de bénéfices aux pays producteurs. Mais nous avons découvert que même là où elle gagne de l'argent, la multinationale s'arrange aussi pour payer moins d'impôts, dans les 53 pays où sont situés ses magasins. Pas besoin d'aller très loin. En France, il y a toujours un H&M au coin de la rue. Il y a encore quelques années, les ventes des boutiques H&M, c'était une belle enveloppe fiscale versée à l'État français. 30 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. Jusqu'à un jour de 2007, où H&M aurait décidé que 30 millions, c'est trop. Pour payer moins d'impôts, une seule solution, que les magasins aient moins de revenus. Alors, en 2007, la multinationale adopte une nouvelle stratégie de fonctionnement, détaillée dans ce document interne ultra confidentiel que nous nous sommes procurés. Pour que les CSO, entendez les magasins, aient moins de revenus, H&M va tout simplement déplacer une partie de ses revenus au siège suédois, chez H&M GBC. Désormais, les magasins vont payer à GBC tout un tas de prestations. Les habits, mais aussi la logistique, la conception des collections, ou encore le marketing et la communication. Pour bien comprendre le mécanisme, imaginons un t-shirt H&M, vendu 10 € dans une boutique française. Avant 2007, voilà en gros ce qui se passait. La boutique dépensait 4 € pour acheter le t-shirt. Par conséquent, elle empochait les 6 € restants, son résultat imposable. C'est donc sur cette somme qu'elle payait des impôts. Depuis 2007, la boutique n'achète plus le t-shirt 4 €, mais 5 €. Mais en plus, elle paye également le stylisme du t-shirt, son acheminement, sa publicité, soit au total
8 € dépensés environ. Du coup, la boutique ne dégage plus qu'un tout petit résultat de 2 € et donc paye beaucoup moins d'impôts. Conséquence, aujourd'hui en France, H&M a réduit sa facture fiscale par 4, alors que son chiffre d'affaires a quasiment doublé. Manque à gagner estimé pour l'État français depuis 2007, 180 millions d'euros. Un dernier tour de passe-passe pour finir. H&M arrive même à nous faire subventionner, à nous contribuables européens, ses propres infrastructures. Pour le comprendre, il suffit de passer la frontière belge. Prochain arrêt, la province de Hainaut, en Wallonie. Voici l'entrepôt que nous avons contribué à financer. Il est gigantesque. Là, tout le terrain autour, c'est à vous? Tout est à nous ici, oui. Et on a 110 000 m² qui nous appartiennent encore ici et ici tout autour. Pour de futurs agrandissements? Oui. D'accord. Pour construire cet entrepôt, H&M a grappillé 6 millions d'euros à l'Union européenne via une aide réservée en priorité aux petites et moyennes entreprises. À cela, se sont ajoutés environ 10 millions offerts par la Belgique. Belle culbute pour le géant suédois. Au total, un quart de son budget travaux. Et puis, en Pologne aussi, il s'est fait signer un gros chèque par l'Europe. Autre entrepôt, autre cadeau. Cette fois-ci, 34 millions de zloty, plus de 8 millions d'euros. Encore plus embarrassant, la construction de ces 2 entrepôts, en partie grâce à des subventions publiques, a entraîné des suppressions d'emplois chez nous, en France. La casse sociale, c'est ici qu'elle a eu lieu, dans l'entrepôt H&M du Bourget, en Seine-Saint-Denis. En fin de journée, les salariés ne sont plus très nombreux à en sortir. Et pour cause, H&M en a renvoyé une centaine, le tiers de l'effectif, depuis qu'il a ouvert son entrepôt belge subventionné par l'Europe. Nous avons rendez-vous avec la déléguée syndicale du site et elle est en colère. Moi, il y a de la place pour tout le monde et c'est bien que tout le monde puisse travailler. Mais alors, d'un côté, on crée de l'emploi, puis de l'autre côté, on en détruit. Alors, je ne vois pas où est l'intérêt. H&M dit qu'elle est une entreprise extrêmement responsable vis-à-vis de ses salariés. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous semble correct? Non, moi, j'y crois pas. Ça reste des financiers qui veulent amasser de plus en plus. Il n'y a donc pas de mondialisation heureuse, made in H&M. Juste une belle vitrine éthiquement correcte pour faire rêver le consommateur et remplir les caisses de la multinationale. Mécanismes financiers, exploitation ouvrière, liaisons dangereuses. Combien d'autres frontières morales tomberont demain sur la planète du géant suédois? Quel prix sommes-nous vraiment prêts à payer pour cette énième fringue pas chère que nous achèterons chez lui le week-end prochain?